Donc voilà, merci, bonne participation à tous. Et puis je vais inviter donc le premier orateur, le docteur Raphaël Lecomte, qui est infectiologue au CHU de Nantes et qui va nous parler de la prise en charge des infections disco-vertébrales. Merci Willy. Bonjour à tous. Donc moi effectivement je suis infectiologue au CHU de Nantes et donc on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des infections disco-vertébrales parce qu'il y a eu des recommandations qui ont été donc présentées en 2022 et qui vont bientôt être publiées en 2023 dans la revue de la SPIF, la Société d'infectiologie de langue française, Infectious Disease Now. Donc ce sont des recommandations, c'est une mise à jour de recommandations en fait de 2007 et donc je vais essayer d'insister surtout sur les points qui diffèrent de ces recommandations de 2007. Alors, tout d'abord, pourquoi on dit maintenant infection disco-vertébrale et pas spondylodicite? Puisque spondylodicite, c'est en fait un terme un peu plus étroit qui regroupe les infections du disque, des vertèbres ou de l'association des deux, mais qui n'intègre pas des pathologies très proches qui sont les arthrites interapophysaires, les épidurites, etc. Et donc, pour être un petit peu plus large, il a été décidé d'utiliser ce terme infection disco-vertébrale. Et donc, on ne va pas parler seulement des spondylodicites, mais aussi de ces pathologies connexes. Et tout d'abord en introduction, donc, les infections disco-vertébrales, c'est l'ostéomyélite hématogène la plus fréquente chez les patients de plus de 50 ans. Et son incidence, c'est une pathologie relativement rare, mais qui a une incidence qui est globalement la même que celle que l'endocardite et la tuberculose, des infections qu'on voit souvent en maladies infectieuses. Il y a encore beaucoup à faire, puisque vous voyez que le délai entre le début des symptômes et le diagnostic en médiane est à 22 jours, et puis que la mortalité est tout de même pas négligeable pour une infection ostéo-articulaire, entre 3 et 24%. Et puis surtout, on l'a tous constaté dans nos services, il y a une morbidité surtout qui est très importante, avec en particulier chez les sujets âgés, des problématiques de limitation de l'autonomie, d'institutionnalisation, etc. Donc clairement, on peut encore améliorer la prise en charge de ces patients, d'où la rédaction de ces nouvelles recommandations. Donc je vais aborder d'abord le diagnostic des infections disco-vertébrales, puis le traitement, surtout je vais insister sur l'antibiothérapie, et puis je détaillerai ensuite les autres mesures. Alors sur le diagnostic des infections disco-vertébrales, globalement ce qu'il faut retenir c'est que le mode d'entrée ça va être quasiment systématiquement des rachialgies, qui sont donc comme vous le voyez ici quasiment systématiques, on verra des papiers tout à l'heure. Par contre, la fièvre, vous avez vu, elle n'est pas du tout systématique, elle est présente dans uniquement environ la moitié des cas. Les symptômes neurologiques qui complètent la triade, eux, sont beaucoup plus rares. Par contre, il faudra absolument les rechercher, puisqu'il y a une incidence thérapeutique immédiate, potentielle, avec une prise en charge chirurgicale. Le plus souvent, elles sont lombaires, mais elles peuvent également être thoraciques ou cervicales, et elles peuvent être également pluriétagées dans 10 à 30% des cas. On verra que ça aura une implication sur les imageries à faire systématiques, en particulier lorsqu'elles sont associées à des endocardites. Donc rachialgie toujours, fièvre, uniquement dans la moitié des cas, c'est ça qu'il faut retenir. Donc quand est-ce qu'on doit évoquer, du coup, ça c'est l'algorithme que les auteurs ont rédigé dans ces recommandations. Eh bien, le mode d'entrée, c'est comme je viens de vous le dire, des douleurs aiguës, enfin des lombalgies aiguës, pardon. La première chose qu'il faudra rechercher, c'est est-ce qu'il y a un déficit neurologique, parce que là, ce sera vraiment une urgence chirurgicale, que ce soit lié à une infection disco-vertébrale ou pas d'ailleurs. Et puis là, il va y avoir la recherche de red flags, donc c'est-à-dire, donc l'HAS dans des recommandations de 2009 a établi des drapeaux rouges, c'est-à-dire des signes qui doivent vous alerter sur le fait que ce n'est pas une lombalgie commune, mais une lombalgie symptomatique d'une autre pathologie, qui peut être des cancers ou la spondylodicite. Et donc pour la spondylodicite, pour les infections disco-vertébrales, c'est l'usage de drogues injectables, l'âge supérieur à 55 ans, la fièvre, le rythme inflammatoire de la douleur et puis la douleur de localisation thoracique. Alors, quels sont les paramètres biologiques utiles? Globalement, il y en a, comme marqueur inflammatoire, il y en a un seul qui a été évalué, qui est intéressant, c'est la mesure de la CRP, donc qui est dans ces recommandations. Il n'y a pas vraiment de données sur la PCT, et la VS n'est actuellement plus utilisée. Mais surtout, évidemment, l'examen de première intention qu'il faudra réaliser, c'est la réalisation d'hémoculture, je vais détailler dans les diapositives suivantes, avec un volume d'au moins de 2 paires d'hémoculture, c'est-à-dire 4 flacons, avec au moins 10 ml par flacon. Je vous rappelle, fièvre dans 50% des cas, alors que 75% des patients sont bactériémiques. Donc un message, c'est pas parce que le patient est apyrétique, mais bon ça bien sûr tout le monde le sait, mais c'est pas parce que le patient est apyrétique qu'il ne faut pas réaliser d'hémoculture. Alors, ces hémocultures, pour mettre en évidence qu'elles germent, dans les infections disco-vertébrales, ici vous avez une étude qui retrouve globalement
c'est un peu comme les infections de prothèses ostéo-articulaires. On a une très nette prédominance de staphylocoque, hein, avec quasiment dans 2/3 des cas, avec Staph aureus qui est vraiment le premier germe responsable d'infection disco-vertébrale. Puis on retrouve les streptos, les entérobactéries, et puis 7% d'entérocoques, et puis seulement finalement 7% d'autres germes. Donc vraiment coccigramme plus pour environ 90% des cas. Alors sur les hémocultures, je pense que c'est un point qui est vraiment important. On travaille sur le bon usage finalement des antibiotiques, mais aussi des examens complémentaires. Et ici, vous avez une étude qui a été faite dans 2 hôpitaux américains où ils incluaient tous les patients bactériémiques qui avaient eu au moins 3 flacons d'hémoculture. Et ce qui montrait, c'est que donc tous ces patients avaient au moins une hémoc positive. Ce qui montrait, c'est que le premier flacon, il permettait la détection de la bactérémie dans 93% des cas si c'est du Staph aureus. Mais par contre, pour les autres germes, on était plutôt aux alentours de 2/3 des cas. Avec 2 hémocultures, on arrivait globalement à 90%, avec, vous voyez, toujours plus de facilité à isoler Staphylocoque doré. Et puis donc avec nos 4 hémocultures, on était à 100%. Donc 4 flacons sont nécessaires et suffisants, parce que par contre, faire plus que 4 flacons, c'est inutile. On voit parfois en cardio, ils ont fait 10 hémocultures pour une suffisance d'endocardite. C'est pas forcément, enfin, ça n'est pas nécessaire. Donc, premier paramètre, on a dit 2 hémocultures complètes, c'est-à-dire 40 ml de sang. Et donc, cette deuxième étude sur la quantité de sang, donc là, cette fois-ci, c'est une étude qui a été faite en Suède, où ils ont analysé 10 000 hémocultures de 2600 patients. Ils avaient 9% de positivité. Le premier résultat, c'est que finalement, il n'y a que 46% des hémocultures qui avaient un volume qui était supérieur à 8 ml. On a dit qu'il faut au moins 10 ml de sang. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les objectifs. Hein. C'est dans un pays du Nord, où d'habitude les pays du Nord ils font toujours mieux que nous. Donc vous voyez que là, c'est pas terrible. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il montrait que l'augmentation de la probabilité de positivité de l'hémoculture était de 13% par ml de sang supplémentaire. D'accord ? Donc vraiment, c'est extrêmement important de préciser et d'insister sur le fait qu'il faut bien remplir ces flacons d'hémoculture. Donc on a vu la clinique, la biologie. Alors quelle imagerie doit être réalisée? Donc là, il n'y a pas d'originalité, c'est vraiment l'IRM qui est l'examen de référence qui doit être normalement réalisé hors déficit neurologique où c'est une urgence dans les 72 heures. Donc au CHU de Nantes, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, normalement c'est dans les 72 heures. Ce qui est important, c'est qu'elle doit explorer l'ensemble du rachis. Il ne faut pas simplement faire une IRM lombaire. On a vu souvent il y a des spondylocytes multi-étagés, donc il faut que ce soit une IRM qui soit panrachidienne. L'intérêt de l'IRM, c'est bien sûr le diagnostic positif. Hein, on a parlé de l'atteinte des corps vertébraux, des disques, mais aussi des arcs postérieurs. Hein, on est dans les infections disco-vertébrales. Et puis, bien sûr, la recherche des complications. Ici, vous avez une iconographie du New England. Où vous voyez, ici, on voit l'abcès, hein, qu'on voit ici très bien sur l'IRM à côté. Donc, c'est vrai que seul l'IRM permet, avec autant de détails, de rechercher ce type de complications. Elle recherche également le diagnostic différentiel. Mais attention, il peut y avoir un retard ratio clinique. Et il est bien précisé dans les recommandations que si vous avez une première IRM qui est faite très tôt, c'est-à-dire dans les 7 à 10 premiers jours de l'évolution et qu'elle est normale, eh bien, ça ne doit pas exclure le diagnostic. Et si on n'a pas de diagnostic différentiel, il faut refaire l'IRM. Inversement, si elle est faite après 10 jours, on peut considérer qu'il n'y a pas d'infection disco-vertébrale. Donc il précise ces délais, ce qui peut quand même être intéressant. Alors là, une nouveauté, nous on utilisait encore la scintigraphie dans certains cas, dans les cas de contre-indication à l'IRM. Là, les recommandations sont très claires. Si on ne peut pas faire d'IRM en raison en pratique d'une contre-indication, eh bien c'est le TEP scan qui arrive en deuxième position. Le TEP scan, j'ai bien dit, et pas le scanner. Si on n'a pas accès au TEP scan, à ce moment-là, on pourra faire un scan injecté, mais qui sera nettement moins rentable. Et si vraiment on ne peut même pas injecter le scanner, on fait un scanner sans injection, mais là, attention au risque de faux négatif. Ce sera plutôt pour évaluer en fait, le risque de complications mécaniques et puis éventuellement la recherche de diagnostic différentiel. Et donc, il est bien précisé dans ces recommandations qu'il n'y a plus de place, il ne faut plus faire de scintigraphie dans les infections disco-vertébrales. Donc le TEP scan, bien sûr l'intérêt c'est le diagnostic positif de l'infection disco-vertébrale, mais il peut aider également à la recherche de diagnostic différentiel, la location de port d'entrée et la détection d'autres sites septiques. Typiquement ici une endocardite sur valve prothétique diagnostiquée également sur le TEP scanner. Une fois qu'on a fait notre diagnostic, donc préférentiellement par l'IRM rachidienne, quel bilan infectiologique complémentaire? Et donc là, on va détailler un tout petit peu. En cas d'infection disco-vertébrale à staph, strepto ou entérocoque, donc
90% des infections disco-vertébrales, eh bien, il faudra rechercher une endocardite. Alors là, c'est noté, même s'il n'y a pas de bactériémie, on pourra en discuter si vous le voulez, mais en tout cas, très certainement s'il y a une bactériémie ou la présence de matériel intracardiaque pour rechercher une endocardite. Attention en cas d'infection disco-vertébrale cervicale, puisque l'échographie transœsophagienne, il faudra s'assurer qu'on puisse bien faire cette échographie transœsophagienne. Et puis bien sûr, il faudra rechercher la porte d'entrée. Alors, un petit mot sur le lien entre spondylodicite et endocardite, puisque c'est quand même une question qu'on se pose quotidiennement. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que 10% des endocardites ont une spondylodicite et 10% des spondylocytes ont une endocardite. Les germes, en gros, des endocardites sont à peu près les mêmes, hors BGN. Et donc, pardon, excusez-moi, je vais passer. Alors, hop, excusez-moi. Alors, quel type d'exploration effectuer? Parce que finalement, on dit qu'il faut rechercher une endocardite, mais quand on recherche une endocardite, il faut être peut-être un petit peu plus fin. Une ETT chez quelqu'un qui a une bioprothèse, c'est clairement pas du tout suffisant. Donc, on a des scores quand même qui peuvent être intéressants. Et je pense qu'il y a un score qu'il faut connaître, c'est le score VIRSTA, qui est un score qui justement vise à évaluer ce risque d'endocardite. Si on a un risque très faible, probablement qu'une simple ETT suffit. Si on a un risque très fort, il faudra sans doute aller à l'ETO, voir au TEP scan s'il y a une valve prothétique. Et donc, vous voyez que dans ce score, qui est un score pondéré en fonction de ce qu'on a, chaque critère a un poids qui est différent, eh bien, la présence d'une spondylodicite est intégrée dans ce score. Et d'emblée, quand on a une spondylodicite, on a un score supérieur à 2. C'est-à-dire qu'on a un risque d'endocardite qui est globalement significatif, supérieur à 1%. Mais vous voyez que chez ce patient, j'ai pris un exemple, bactériémie persistante, il a 2 jours de bactériémie Astadoré, 3 jours, pardon. Une spondylodicite, puisqu'on parle de spondylodicite, acquisition communautaire de sa bactériémie et une CRP supérieure à 190, on est déjà à 8, et donc il a un risque d'endocardite de 30%, ce patient-là, alors que vous voyez que c'est un patient classique, il n'a pas forcément de prédisposition. Donc clairement, ce n'est pas une simple TT qui nous permettra de dire que le patient n'a pas d'endocardite. Donc voilà, c'était pour aller un petit peu plus loin sur le fait qu'il faille faire une ETT dans l'endocardite. Je trouve ça toujours un peu gênant de dire qu'une ETT peut éliminer une endocardite. Alors par contre, quand on a des hémocultures négatives, qu'est-ce qu'il faut faire? Clairement, on ne peut pas se contenter de faire de l'antibiothérapie probabiliste et il est absolument recommandé d'aller plus loin et donc d'aller à la ponction biopsie disco-vertébrale. Comme d'habitude, il faut éviter d'être sous antibiothérapie. Ils ont mis un cut-off à 14 jours dans ces recommandations, quel que soit l'antibiotique. On sait quand même que si le patient a des fluoroquinolones, ça peut être un petit peu court. Inversement, s'il est sous bêta-lactamine, ce sera probablement suffisant. Mais dans les recommandations, c'est 14 jours. Et cette ponction sera faite classiquement sous scanner ou sous scopie. Ce qui est important, et là aussi c'est une modification par rapport aux précédentes recommandations, c'est qu'il faut, s'il y a des collections paravertébrales, il faut prioritairement aller chercher ces collections paravertébrales. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément la notion, mais vous voyez que la rentabilité d'une ponction biopsie disco-vertébrale est nettement supérieure en cas de ponction d'abcès que de biopsie osseuse. D'accord ? Donc, en priorité, on ponctionne l'abcès, et puis si on est en échec, on ira à la ponction disco-vertébrale. Sur la ponction biopsie disco-vertébrale, quel prélèvement faut-il faire? Je vais aller aussi rapidement. En bactériologie, il est recommandé, un peu comme dans l'infection de prothèse, de faire du broyage automatisé, d'utiliser des flacons d'hémoculture. L'envoi en mycobactériologie, évidemment, en cas... alors vous allez voir qu'après ils vont hiérarchiser, mais si on a suffisamment de matériel. Et puis l'histologie va souvent être une grande aide, en particulier quand les prélèvements sont négatifs en bactériologie standard. Donc idéalement, 5 prélèvements avec en priorité d'abord les recherches de bactéries pyogènes, puis l'histologie, puis la recherche de mycobactéries, puis le matériel pour faire des examens en cas de ponction négative, dont je reparlerai juste après. Donc les hémocultures sont stériles, on a fait notre ponction biopsie disco-vertébrale et malheureusement, on a ponctionné l'abcès d'abord, c'est négatif, et puis la ponction biopsie disco-vertébrale est négative également. Et bien là, il est recommandé d'effectuer une seconde ponction biopsie disco-vertébrale si elle est encore négative, mais avant cette deuxième ponction, il faudra discuter avec le laboratoire d'effectuer des recherches spécifiques pour la recherche de spondylodicite à bactériologie standard négative, c'est-à-dire des PCR spécifiques, une PCR ARN16S, le gène expert si on suspecte par exemple une tuberculose, voire le NGS qui est en tout cas pas fait encore en routine. Alors, sur les infections disco-vertébrales sur matériel, dans ces recommandations, il est abordé les infections sur rachis natif, mais aussi sur matériel. Donc, un petit mot du diagnostic de ces infections disco-vertébrales sur matériel. Globalement, là, le diagnostic est
difficile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, toute évolution non favorable dans les quelques jours qui suivent la mise en place de matériel rachidien doit faire évoquer le diagnostic d'infection disco-vertébrale, et donc il faut contacter le chirurgien dans ces cas-là. Alors, comment on peut asseoir le diagnostic? Globalement, quand on est à moins d'un mois, le diagnostic il est clinique. Et il n'y a pas de place pour le TEP scanner, on est beaucoup trop tôt, il va y avoir des faux positifs dans ces cas-là. Et l'imagerie sera globalement très difficile d'interprétation. Dans ces recommandations, ils disent qu'en cas de doute, on peut éventuellement faire un scanner ou une IRM pour rechercher des arguments, mais abcès, alors toujours il y a la discussion avec le chirurgien, est-ce que c'est de l'hématome, etc. Donc clairement, c'est le diagnostic clinique. Alors en pratique, nous, en tout cas, souvent les chirurgiens, ils reprennent assez facilement quand même ces malades-là quand ça évolue pas bien immédiatement. Quand on est au-delà d'un mois, là, cette fois-ci, le scanner et l'IRM peuvent permettre d'apporter des arguments en faveur du diagnostic, qui sera souvent plus difficile, en recherchant des collections, en particulier péridurales, et éventuellement une lise osseuse autour des vis de matériel d'ostéosynthèse, par exemple. Si on est à plus de 3 mois, vous avez vu, 1 mois, un scanner IRM, plus de 3 mois, dans ces cas-là, le TEP scanner peut apporter également des arguments en faveur du diagnostic d'infection sur matériel d'ostéosynthèse. Sur le diagnostic microbiologique, je vais passer globalement sur les infections sur matériel. Il est recommandé d'effectuer 5 prélèvements. Alors, vous savez que dans l'infection de prothèse ostéo-articulaire, il y a des recommandations du Cryogo qui vont sortir, qui vont dire qu'il faut en faire 4. Bon, 4 ou 5. En tout cas, ici, ils ont préconisé 5 prélèvements, en particulier pour les problématiques effectivement, de bactéries plus difficiles et qui peuvent être éventuellement des contaminants comme les staphylocoques coagulase négatives. Évidemment, le prélèvement superficiel est à proscrire avec une concordance qui est simplement de 50% entre la bactériologie d'un prélèvement superficiel et des prélèvements profonds. Donc voilà sur le diagnostic. On va passer donc au traitement des infections disco-vertébrales en commençant par l'antibiothérapie. Donc sur l'antibiothérapie, ils insistent sur les recommandations sur la situation stade doré avec bactériémie. On a dit stade doré c'est le premier germe, 75% sont bactériémiques, donc finalement c'est une situation qui est assez fréquente et qu'il faut évidemment maîtriser. Et donc ils précisent qu'en présence d'une bactériémie à stade doré dans un contexte d'infection disco-vertébrale, il faut mettre absolument une bêta-lactamine antistaphylococcique, donc type pénicilline antistaphylococcique ou céphazolline, pour une durée minimale de 7 jours. Je vous rappelle, il y a un essai randomisé qui vient de montrer que globalement, on peut faire un relais Péros après 7 jours, alors qu'avant, on faisait 14 jours au minimum systématiquement intraveineux. L'ajout d'un aminoside ne doit pas être systématique en cas des infections disco-vertébrales bactériemiques à staphylocoque doré, comme dans les finalement recommandations sur l'endocardie sur valve native, où je vous rappelle, il n'y a plus non plus systématiquement d'aminosides associés. Alors pourquoi privilégier pénième ou céphazo sur ces bactériémies à stade doré? Il y a principalement ce papier-là qui avait été publié dans CMI, j'ai pas mis la date, je crois que c'est 2011, où qui montrait que sur des bactériémies, lorsqu'on n'utilisait pas l'oxa ou la céphazo, il y avait un surrisque de mortalité significatif quand on utilisait par exemple la ceftriaxone ou l'association d'une bêta-lactamine avec un inhibiteur de bêta-lactamase. Vous avez vu quand même un autre ratio qui était quand même assez important. Et nous, rapidement, on a fait une étude sur l'endocardite infectieuse où on a repris notre cohorte de patients qui avaient eu une endocardite infectieuse en regardant quel traitement probabiliste ils ont eu. C'est un travail qu'on a soumis à l'ECMID. Et ce qu'on montre, c'est que globalement, quand on n'utilise pas le traitement de référence, la durée de bactériémie, elle est significativement allongée. Et qu'on ajoute ou pas un aminoside. Ça veut dire on pourrait se dire bah oui mais si moi je fais Roséfine Ginta, finalement quand je mets de la céphazo seul, je vais rattraper avec Magenta. C'est pas vrai, ceux qui avaient céphazo faisaient mieux que Roséfine Ginta. Donc clairement aujourd'hui quand même les données sont très en faveur du fait qu'il faut utiliser la céphazo ou les pénièmes dans les bactériémies à stade doré. En revanche, quand il n'y a pas de bactériémie, les recommandations précisent qu'on peut directement passer à un traitement oral, dans le cas des infections disco-vertébrales à staphylocoque. Et ils insistent sur l'association, la même que dans les infections de prothèse ostéo-articulaire, association fluoroquinolone, RIFAN, la même aussi que dans les infections des rhumatologues qu'il y a eu récemment sur les arthrites natives. Bon, je passe rapidement juste sur le fait que le relais Péros, maintenant c'est complètement validé. Il y a ici cet essai randomisé dans le New England où ils avaient randomisé après 7 jours Péros versus groupe IV, 500 patients dans chaque groupe, et ils montraient qu'il y avait une non-infériorité du relais Péros versus la voie intraveineuse pour les infections ostéo-articulaires.
Alors, on va s'attarder un tout petit peu ici sur du coup, ce qui va vous concerner, c'est que finalement, vous avez votre diagnostic, le patient a une spondylolistite à stade doré, vous l'avez mis sous céphazolines, le TT ETO montre qu'il n'y a pas d'endocardite, quel relais vous allez pouvoir faire? Donc là, il y a des petites choses qui sont un peu nouvelles. Donc l'évorifant, on a dit c'est en première intention, mais vous voyez que deux choses. Premièrement, ils mettent la clindamycine seule en alternative. On avait un peu la tradition de faire de la bithérapie systématique sur du stade doré. Ici, dans ces recommandations, ils laissent la possibilité d'utiliser la clinda en monothérapie. Je vous rappelle que clindarifan, il y a une interaction, on ne sait pas trop ce qu'on fait en tant que clindarifan. Il y en a qui le mettent IV, il y en a qui dosent, etc. Mais voilà. Et puis souvent, c'est quand on a une contre-indication, en fait, en réalité, par exemple à la lévo. Alors jamais de monothérapie de fluoroquinolone, pardon. Par contre, sur le stade doré. Mais donc ça, c'est quand même important, je pense, au quotidien. On se pose la question. Clairement, il laisse la possibilité de faire la clinda seule. Alors nous, en pratique, par exemple, nous, si à 4 semaines, on nous appelle le malade, il est sous lévo clinda, par exemple, on va sans arrière-pensée arrêter la lévo et finir en monothérapie de clinda. C'est vrai que nous, pour l'instant, on attaque en relais de la céphaso, de la monothérapie de clinda, on ne le fait pas pour l'instant, on pourra en discuter éventuellement après, je sais qu'il y a des centres qui le font. Les posologies de clinda sont des posologies relativement habituelles. Et puis, bon, sur le SARM, il positionne l'adapto, SARM ou allergie, l'adapto en première intention. Vous avez vu la posologie de l'adapto, hein, il faut surtout faire des posologies supérieures ou égales à 10 mg kg. Et puis en relais, donc les mêmes antibiotiques globalement, ils ont juste rajouté le Bactrim. Et vous avez vu par contre la poso du Bactrim, 1600 x 2, c'est-à-dire 2 comprimés de Bactrim forte matin, 2 comprimés de Bactrim forte le soir. Donc des posologies quand même importantes de Bactrim. Si on regarde l'entérocoque, quelles originalités en pratique? En traitement d'attaque classique, hein, Amox Genta ou Amox ceftriaxone, le temps d'éliminer l'endocardite. Et puis en relais, Amox, et vous avez vu quand même, ils mettent 3 grammes par 8 heures. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, dans les infections ostéo-articulaires quand vous utilisez l'Amox. Traditionnellement, c'est beaucoup 2 grammes x 3, mais là, c'est dans le groupe du cryogo, sur les infections ostéo-articulaires, en fait, effectivement, il y en a qui montent jusqu'à 3 grammes toutes les 8 heures, il y en a qui font 2 grammes x 4, alors il y a beaucoup d'originalité, mais dans ces recos, en tout cas, ils ont mis 3 grammes toutes les 8 heures. Je vous rappelle que l'absorption est saturable, donc a priori, en tout cas, faire plus, ça sert à rien. L'Avanco en alternative hein, sur l'entérocoque, l'adapto ça marche pas très bien. Vous avez vu qu'ils ont mis des doses plus élevées pour l'entérocoque que pour le staph. Et si vous utilisez Avanco, bon, bien sûr, hein, il ne faut pas faire la dose de charge trop rapidement pour éviter le Redman syndrome, etc. Donc il y a des règles de bon usage sur l'Avanco qui sont extrêmement importantes si on veut que ça se passe bien. Il laisse la possibilité de faire du liné 600 x 2. Vous allez dire, bah oui, sur 6 semaines. Il y a des centres hein, qui utilisent le liné sur 6 semaines sans forcément passer au thé d'isolide et qui dosent. Je pense que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de doser pour s'assurer qu'on est bien dans les objectifs de liné. Sur le strepto, pas de grande originalité. Là, vous avez vu qu'ils ont baissé un peu les doses hein, d'Amox. On est sur des posos plus habituels d'IOA, 2 grammes x 3. Et puis, sur les entérobactéries, monothérapie de lévo, en alternative, Rocéfine. Je ne sais pas s'il y en a qui font du Bactrim, par exemple, en alternative à la lévo dans le cas des infections ostéo-articulaires à gram négatif. Mais on sait qu'on n'a pas beaucoup de données. Et voilà. Enfin, en tout cas, là, le Bactrim ne rentre pas dans ces recommandations en alternative à la lévo. Si vous ne pouvez pas faire de lévo, vous êtes obligé de faire de l'injectable. Sur le pio, je passe assez rapidement, mais globalement, le principe, c'est 3 semaines de bithérapie, 3 semaines de monothérapie par quinolone, enfin 2 ou 3 semaines, ça dépend, mais donc ça, c'est relativement classique. Et sur le C-acnes, eh bien, malgré une sensibilité qui est clairement c'est beaucoup plus sensible hein, que les streptos, on garde quand même une posologie de 2 grammes x 3, et en alternative, la clinda, si on a l'antibiogramme. Alors que l'Amox est toujours sensible. Sur les durées de traitement, infection disco-vertébrale sur rachis natif 6 semaines. Et vous avez vu que sur matériel, on n'allonge pas la durée. Et donc, il n'est pas recommandé de faire plus que 6 semaines. Hein. Je vous rappelle que Datipo, dans les infections de prothèse, a montré qu'il fallait faire 12 semaines sur les infections de prothèse ostéo-articulaires. Sur rachis, il faut bien faire 6 semaines. On sait pas de la prothèse, hein, c'est du matériel d'ostéosynthèse. Même si la littérature, finalement, on ne s'assume pas sur beaucoup de papiers pour le moment, et peut-être qu'un jour, ça changera. Je vous mets cette étude, c'est une étude faite par nos collègues de Tours, donc de l'Ouest, hein, qui a montré que 6 faisait aussi bien que 12 semaines, 176 patients dans le groupe 6 semaines, 175 patients dans le groupe 12 semaines. Juste, c'est toujours intéressant de voir la population. Je vous ai dit tout à l'heure, fièvre 50%, c'est ce qu'on a exactement. 98% avaient mal au dos, effectivement. Et puis un retard diagnostique qui était quand même important. La localisation, donc, qui était classique. Il y avait... pardon, excusez-moi, je voulais pas faire ça. Et puis donc, les résultats, ça a changé de...
Bon, c'est pas grave. Les résultats, simplement, c'est que globalement, il y avait une non-infériorité de 6 semaines versus 12 semaines. Docteur Lecomte, il faut double-cliquer sur le petit bouton pointeur 2 fois pour retrouver le pointeur rouge. Encore une fois, s'il vous plaît, Encore un une fois. double-clic. Voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Sur le traitement des infections disco-vertébrales, alors là, je vais passer un peu plus rapidement parce que globalement, c'est voilà, il va falloir s'aider de nos collègues rhumatologues et chirurgiens qui ont contribué à l'élaboration de ces recommandations. Globalement, le message, c'est que sur l'immobilisation, il faut demander l'avis à des spécialistes du rachis et que globalement, il faut aller vers moins d'immobilisation, en tout cas discuter de l'immobilisation et pas systématiquement mettre un corset à toutes les infections disco-vertébrales. Il faut discuter immédiatement la stabilisation du rachis par la mise en place de matériel de synthèse, et il est précisé dans ces recommandations qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre du matériel d'ostéosynthèse dans une spondylodycite lorsqu'elle est instable. On pourrait se dire, bah oui, mais dans un foyer infectieux, mettre du matériel, il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de surrisque de rechute dans cette situation-là. Et donc, vraiment, ils insistent sur la problématique du décubitus chez les patients âgés. Donc le corset, les objectifs théoriques, c'est d'améliorer l'efficacité du traitement infectieux, traiter la douleur et faciliter la reverticalisation et prévenir les complications neurologiques. Mais finalement, on a très peu d'études qui montrent que effectivement ça améliore le pronostic de ces patients. Et je crois vraiment qu'il faut vraiment se poser la question. Et nous, on va revoir un peu prochainement nos indications d'immobilisation parce que probablement qu'on utilise un peu trop le corset, peut-être pas assez la chirurgie. Par contre, en cas de complications neurologiques, là, effectivement, il y a une indication chirurgicale urgente. Je crois qu'il est précisé, un examen neurologique quotidien est essentiel dans le cas des infections disco-vertébrales. Je pense qu'il faut qu'il soit noté dans le dossier. Maintenant, c'est marqué dans les recommandations. C'est vrai que ça nous est tous arrivé, des patients chez qui l'examen n'est pas noté quotidiennement et on ne sait pas exactement dater parce que finalement les gens ça les alerte pas tant qu'ils puissent pas bouger une jambe. Parfois c'est pas quelque chose qui les alerte plus que ça. Donc toute radiculalgie, donc en cas de radiculalgie de signes neuro, donc avis chirurgical et puis prise en charge chirurgicale. Donc j'avance un peu rapidement parce que je suis un petit peu en retard. Alors, quel est le traitement chirurgical maintenant d'une infection disco-vertébrale sur matériel? Donc, je vous rappelle, en cas d'infection précoce, on a dit que le diagnostic est uniquement clinique. Et dans ces cas-là, si la reprise chirurgicale est précoce, on peut se contenter de faire simplement une irrigation, débridement, sans remplacement au retrait du matériel. L'équivalent du DER pour les infections de prothèses. C'est quelque chose qui est acceptable, on n'est pas obligé de changer le matériel. En revanche, si on est au-delà de 1 mois de la pose de matériel, cette fois-ci, il y a une indication, au moins théorique, à un remplacement ou au retrait du matériel de synthèse. Et si ce n'est pas possible, les cryoa sont là pour discuter des alternatives, en particulier éventuellement de l'antibiothérapie suppressive en fonction du germe, etc. Lorsqu'il y aura le traitement chirurgical d'une isorachidienne, après la prise en charge chirurgicale, il sera bien sûr indispensable d'introduire une antibiothérapie probabiliste post-opératoire, à la différence des ponctions biopsie disco-vertébrales où on attend le résultat si on n'a pas le germe. Là, il ne faudra évidemment pas attendre, puisqu'on est vraiment dans la problématique de biofilm, c'est-à-dire que si on ne met pas d'antibiothérapie après les prélèvements et qu'on met 3 à 4 jours à introduire l'antibiothérapie, peut-être qu'il y aura déjà à nouveau du biofilm sur le matériel et qu'on risque d'être en échec. Et donc il faut mettre une antibiothérapie probabiliste qui couvre globalement les germes responsables d'infections sur matériel. Alors j'ai pas trouvé sur le rachis, mais là je vous mets l'étude microbiose sur les infections de prothèses ostéo-articulaires parce que globalement c'est à peu près la même microbiologie. Et donc il faut absolument couvrir surtout les staphylocoques coagulase négatives résistants à la méticilline. Et donc dans cette étude ils avaient regardé l'efficacité des différents régimes classiquement utilisés, tazo-vanco, ceftriaxone-vanco, tazo-liné, ceftriaxone-liné. Et globalement c'est ces deux c'est tazoliné qui apparaissait comme la meilleure option, et donc nous en tout cas c'est ce qu'on utilise et ce qui est recommandé dans ces recommandations, l'association de piperazine tazobactam versus associé au linezolide. Je passe rapidement sur les mesures de la douleur, lutte contre la constipation, anticoagulation préventive et nutrition, bien sûr. Alors, simplement, il y a un petit mot sur la corticothérapie, et là aussi, c'est quand même intéressant de le noter. C'est qu'il laisse la place, en cas de contre-indication chirurgicale ou de traitement chirurgical impossible et de déficit de symptômes neurologiques, à une cure courte de corticothérapie pour agir sur les symptômes compressifs.
hein, d'accord. Donc nous, par expérience, on le fait rarement, enfin très rarement dans notre service, mais il y a manifestement d'autres équipes qui le font. Et sachez qu'en tout cas, ces recommandations permettent ce type d'attitude. Sur le suivi, je passe rapidement. Donc bien sûr, comme d'habitude, on évalue l'observance, la tolérance et l'efficacité. Un petit mot sur le fait qu'il ne faut pas faire d'IRM de contrôle systématique, hein, d'accord. Et la durée de suivi, c'est comme dans l'infection de prothèse, quand il n'y a pas de matériel, quand il n'y a pas de matériel, c'est 1 an, et comme dans l'infection de prothèse, quand il y a du matériel, c'est 2 ans avant de conclure à une guérison définitive. Donc en conclusion, il ne faut plus faire l'AVS, la PCT ou la scintille. Il ne faut pas mettre d'antibiothérapie tant qu'on n'a pas de micro-organismes, sauf évidemment cas d'urgence. Le traitement doit durer 6 semaines, ça doit rester la règle. Il ne faut pas contre-indiquer la pose d'une ostéosynthèse rachidienne, même en cas de sepsis actif. S'il faut mettre du matériel, eh bien tant pis, ce ne sera probablement pas associé à un risque de rechute augmenté. Et attention à ne pas faire du décubitus dorsal systématique trop prolongé. En revanche, ce qui est recommandé, c'est de faire une IRM systématique, donc je dis rachis complet. La ponction disco-vertébrale, quand les hémocultures sont négatives, il faut la faire 1 fois, voire 2 fois. Et puis, il faut privilégier le relais oral, hein, qui est maintenant quand même largement prouvé comme étant autant efficace que l'antibiothérapie IV. Il faut s'appuyer sur des spécialistes de la stabilité rachidienne, les rhumatologues et puis les neurochirurgiens. Et puis, donc, encore une fois, favoriser la reverticalisation la plus précoce possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce topo. Je crois que c'est passé un peu vite, j'ai pas bien vu. Pour le piocyanique, c'est monothérapie, non ? Alors, sur le traitement de relais, effectivement, c'est noté monothérapie par quinolone. C'est vrai que nous, en traitement, alors là, j'ai pas fait attention. Je crois qu'effectivement, c'est noté monothérapie en traitement d'attaque par une bêta-lactamine anti-pseudomonas. C'est vrai que j'ai passé un peu par excès. Nous, c'est vrai qu'on fait souvent, en fait, en pratique, dès qu'on a l'identification, on met la bêta-lactamine avec le Ciflox et on arrête la bêta-lactamine au bout de 2 à 3 semaines. C'est ce qu'on fait, nous, traditionnellement. C'est vrai que dans les recos, je crois que c'est monothérapie. Dès le traitement d'attaque. Évidemment, la bithérapie sur le pio, c'est pas la règle. Après, honnêtement, ça permet d'évaluer la tolérance aussi de la quinolone, etc. pendant l'hospitalisation. Voilà. Et sur la prothèse, les recos cryogo qu'on va sortir là bientôt, on recommandera une bithérapie sur le pio en traitement d'attaque. Donc je pense sur du matériel rachidien. Quand il y a du matériel, par exemple, je ne pense pas que ce soit une erreur de faire Fortum ceftazidime, ciprofloxacine en traitement d'attaque. Mais il laisse la possibilité de faire de la monothérapie, en effet. Merci Raphaël pour cette belle synthèse. Concernant la durée de traitement, pas plus de 6 semaines dans les infections disco-vertébrales non compliquées. Alors compliqué, qu'est-ce que c'est et que faut-il faire ? Alors nous, on se pose régulièrement la question dans le service sur des situations un peu différentes. Globalement, je pense que ça doit être la règle de faire 6 semaines. On a des patients, quand ils sont par exemple avec des endocardites associées ou qui vont avoir des drainages à répétition de collection paravertébrale ou dans des contextes un peu particuliers. Au total, ils ont clairement plus que 6 semaines de traitement parce qu'on prend le J0 par exemple au moment du drainage de la collection paravertébrale ou des choses comme ça. Donc et puis il y a des germes, on sait bien que c'est quand même pas du tout le même risque de rechute sur un entérocoque par exemple, et un strepto galolyticus avec une CMI hyper faible, etc. Donc là, on a un patient, nous, là, qui est dans le service, c'est de l'entérocoque, il a été en échec, on a redrainé, on a fini par mettre du matériel, etc. Et finalement, ensemble, on a décidé de le traiter 3 mois, en plus c'est de la MOX, voilà. Donc c'est un peu au cas par cas, je pense qu'il faut retenir que 6 semaines, c'est la règle, mais voilà. On a une question sur le chat également concernant la posologie de la lévofloxacine. Oui. La question est est-ce que la posologie proposée à 750 mg concerne tous les poids ou plutôt quand on est dans des IMC assez élevés, des poids supérieurs à 75 kg? Alors ça, c'est une excellente question que nous, on se pose de façon quotidienne. Il faut savoir que globalement, il y a des papiers qui montrent de plus en plus que le poids n'est pas du tout un bon critère pour adapter la posologie de la quinolone, même si ce que nous on faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça veut dire quand ils faisaient plus de 4. Alors selon les centres, encore une fois, on fait les recos sur le Cryogo, donc des centres de référence de l'Ouest. Il n'y a pas 2 centres qui font pareil. Une fois c'est 80 kg, une fois c'est 70 kg, une fois c'est 90 kg. Enfin voilà. Et globalement, il y a un papier là de Canoui qui est sorti qui montre qu'il n'y a pas du tout. Le poids n'intervient pas
dans la posologie de la quinolone. Alors qu'est-ce qui doit intervenir? En fait, c'est clairement la clairance, y compris l'hyperclérance. Des gens qui ont des débits de filtration glomérulaire supérieurs à 120, clairement, il faut avoir une posologie qui va être augmentée. Donc, je vous ai mis là, vous voyez en bas de la diapositive, en bas à gauche, là, j'ai rajouté ça exprès. Parce que vous aurez le diaporama, je crois, et donc donc ça c'était le premier point, c'est que le poids finalement c'est pas un bon critère, et clairement la fonction rénale ça c'est un bon critère. Et le deuxième critère, c'est qu'on fait la même posologie quelle que soit finalement la CMI et quelle que soit finalement la bactérie. Or, les CMI ne sont pas du tout les mêmes selon les bactéries. Et par exemple, pour le staphylocoque, eh bien, ils recommandent des posologies qui sont plus élevées que pour les entérobactéries. Qui sont listés ici, vous voyez qu'ils mettent 750 mg, alors que nous, classiquement, 750, c'était plutôt sur des gros poids traditionnellement. Donc, à mon avis, sur les quinolones, la posologie des quinolones, les Rennais sont en train de travailler là-dessus, etc. Je pense qu'il va y avoir du changement sur les posologies de quinolones dans les prochaines années, parce que manifestement, on ne faisait pas bien en faisant des posologies en fonction du poids. Et donc là, vous voyez que le poids n'entre pas en jeu, ce qui rentre en jeu, c'est le germe, et la fonction rénale, et attention à l'hyperdébit, avec 500 x 2 si vous avez plus de 120. Nous, c'est ce qu'on fait sur les abcès cérébraux ou dans des situations de réanimation, etc. Mais avant, sur de l'ostéo-articulaire, honnêtement, on ne fait pas 500 x 2 classiquement. Voilà. Bon, sachant qu'il n'y a plus de Tavanic en ville. Mais voilà. Oui, tout à fait. Sur l'endocardite, Jocelyne Grillon, qui est dans la salle, avait bossé, je crois, sur le sujet. Mais je crois que Jocelyne, toi, c'était encore moins bien chez nous, hein, sur le remplissage des hémocultures que les Suédois. Mais oui, c'est quelque chose effectivement très important. Et je pense que dans le bon usage, c'est important d'en parler. Pareil pour les hémocs différentiels sur KT. Enfin, voilà, il y a quand même du bon usage aussi, je trouve, sur les examens paracliniques. Et c'est pas seulement l'antibiothérapie. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un élément important. Ouais. Oui, c'est vrai que j'étais très heureuse d'entendre ces propos-là, puisque c'est un combat que je menais depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en sensibilisant les services cliniques, on avait réussi à avoir des améliorations. Hein. Chez vous, on avait bien réussi. Hein. Mais ça, c'est valable pour toute bactériémie. Hein. Dès que vous faites un flacon d'hémoculture, ça peut être aussi pour diagnostiquer tout simplement une infection quelconque. Hein. Donc, bien remplir les flacons et ça, faire passer le message avec vos collaborateurs. Et je pense que l'histoire des 4 flacons aussi, c'est intéressant parce qu'inversement, après, parfois, on en a qui font 8-10 flacons d'hémoculture. Enfin, voilà, il faut faire... Avec des 20 ml, des fois. C'est nécessaire et suffisant. Voilà, 40 ml de sang. Voilà. Dans les recos USC 2015, c'est la même chose. Enfin, ils disent 40 à 60 ml de sang. Merci beaucoup, Raphaël.